Bonjour à tous et bienvenue sur Campus Channel. Aujourd'hui, nous accueillons Audencia. Audencia, Never Stop Daring, une école avec un slogan fort et un programme d'une existence de plus de 30 ans, le MSMCI, le Master Spécialisé Management et Compétences Internationales. Pour nous en parler, la directrice du programme, Béatrice Duménil, que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui, ainsi qu'un de ses étudiants, un étudiant Julien Deham, qui est actuellement donc, étudiant au sein du MSMCI, qui est ingénieur de formation. Il aura l'occasion de vous raconter tout cela bien mieux que moi. Mais avant cela, nous commençons avec le pitch. Le pitch, c'est 60 secondes pendant lesquelles, Béatrice, vous allez nous présenter le MSMCI dans les grandes lignes. Est-ce que vous êtes prête? Oui, je suis prête. Eh bien, je vous écoute. Alors, le Master en Management et Compétences Internationales a été fondé il y a plusieurs années, quand même plus de 25 ans. Et c'était initialement conçu pour permettre à des personnes qui n'avaient pas un background en management d'acquérir une double compétence. Donc, c'était avec l'école des mines. Et puis, petit à petit, on a accueilli des étudiants de toute une diversité de programmes, que ce soit universitaire, école d'ingénieurs ou des avocats, des juristes et autres. Aujourd'hui, c'est un programme qui se fait sur un an, 6 mois à l'école et minimum 4 mois en stage, que ce soit en France ou à l'international. Donc, les étudiants vont suivre des cours qui vont de la finance, stratégie, marketing. Donc, ils vont étudier tous les domaines qu'on peut trouver dans une école de management, qu'on peut trouver même dans ce que je dirais un MBA, mais vraiment très, très concentré sur ces 6 mois. Voilà. Et après je vais un petit peu plus loin, c'est que l'étudiant aussi, après la formation, après le stage, il y a aussi une thèse qui vont faire une thèse professionnelle ou un projet de création d'entreprise. Merci Béatrice. Voilà. On va bien évidemment avoir tout le reste de l'émission pour en discuter. Et nous commençons tout de suite avec la rubrique Le Programme. Quelle différence entre du management national et du management international, Béatrice? Alors, je pense que les étudiants, ils sont bien sûr, c'est vrai qu'on pourrait dire, mais est-ce qu'il y a une vraie différence? Les compétences sont importantes, c'est-à-dire que on apprend à nos étudiants comment travailler dans des équipes formulées avec des personnes de divers backgrounds, que ce soit international ou autre. Tous les cours, ils apprennent tout ce qui est concept, etc. Mais après une application dans un environnement international. Par exemple, en gestion de projet, ils vont apprendre tous les concepts, la théorie, et après ils vont l'appliquer. Et puis Julien va pouvoir peut-être en parler aussi. C'est comment on va appliquer ce management dans un environnement qui est complexe, international, avec des règles complètement différentes. Alors Julien, voilà, ta directrice te sollicite pour nous en parler, parle-nous-en. On a plusieurs, c'est vrai que c'est une formation qui est assez pratique, mine de rien. On a plusieurs projets internes dans la formation, avec beaucoup de parties donc, sur la dimension internationale, avec des intervenants qui viennent donc, nous faire cours, qui ont un parcours à l'international qui est aussi très important. Donc on apprend énormément de leur background aussi à eux, de leur expérience. Et tout ça mis bout à bout, via les projets d'application directement en cours, on apprend vraiment en fait à s'ouvrir à l'international dans un contexte de travail, de projet, de management, etc. Vraiment avec cette vision du monde entier et pas de se concentrer que sur la France entière. Et alors, quelles sont les compétences que tu as développées, que tu as pu acquérir? Alors, bien sûr, tu vas en acquérir d'autres. On n'est qu'à la moitié du programme, je pense, à peu près, par rapport en termes de temporalité. Quelles sont les compétences que toi, tu as pu justement développer jusqu'à présent? Alors, du coup, pour faire une comparaison avec mon background d'ingénieur, ce que j'ai appris déjà aujourd'hui, c'est toute la partie un petit peu soft skills qu'on appelle. Vraiment, moi, je suis venu chercher le bagage vraiment management et plus l'aspect interculturalité aussi, qui est quand même extrêmement important quand on veut travailler à l'étranger, à l'international, etc., gestion de projet ou autre. Ça, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement important à Audencia. Tout l'aspect aussi gestion de projet, qui est assez précis. Et ce qui est assez conséquent aussi, c'est l'apprentissage qu'on a avec vraiment des profs qui viennent du terrain, qui ont un réel parcours de vie
Et mine de rien, c'est quand même une grosse valeur ajoutée dans les cours d'avoir des profs qui viennent témoigner de leur expérience de vie tout en appliquant dans des projets qui leur étaient donnés auparavant, mais qui l'adaptent pour nous faire apprendre les différentes notions. Ça faisait partie de mes questions. Alors, tu y réponds partiellement. Du coup, je vais creuser un peu. Bien sûr. Concrètement, par rapport, tu as une formation d'ingénieur, c'est ce que tu me disais. Quelle différence pédagogique fondamentale tu repères entre tes études passées, sans critiquer tes études passées, bien entendu, et l'EMS MCI? Quel est pour toi vraiment l'endroit où tu dis ça, c'est vraiment nouveau pour moi? Alors déjà, moi j'ai fait une formation d'ingénieur en alternance, donc j'étais moitié du temps en entreprise, moitié du temps à l'école, donc déjà mine de rien, là aujourd'hui, Audencia, c'est 100% étudiant, donc il n'y a pas de coupure dans le cursus pédagogique, ce qui est, vu que la formation est assez courte, c'est pas choquant. La grosse différence, c'est vraiment en classe, on n'est que 11 aujourd'hui, on est une petite promotion, alors contrairement quand j'étais en école d'ingénieur, on était 70, donc mine de rien, ça crée quand même un sacré écart. Étant donné qu'on est une petite promotion, on a vraiment un feeling de cours particulier, voire, on a réussi à créer un lien intra dans la promotion qui est assez fort, et on a pas mal d'entraide, etc. Donc c'est vraiment, rien que cet aspect-là, ça crée une petite famille. Et ce côté-là est vraiment assez fort, et de par quand même le rythme de la formation qui est assez soutenu, on s'entraide beaucoup et chacun apporte sa pierre à l'édifice pour une réussite collective. Béatrice, le savoir-faire et le savoir-être, c'est 30% des cours, 30% du programme. Est-ce que ça s'apprend vraiment ou bien il faut simplement savoir s'adapter à la culture d'entreprise dans laquelle on travaille? Alors, le savoir-faire, c'est vrai que là, les étudiants, ils vont arriver. Moi, je parle beaucoup de boîte à outils. Ils vont arriver, ils vont pas nécessairement savoir comment faire sur le projet sur lequel ils sont en train de travailler, une implantation stratégique d'une entreprise au UK, aux Pays-Bas et puis en Allemagne. Donc là, ça va être le savoir-faire. Comment le faire, comment faire une étude de faisabilité, comment déployer toute une stratégie d'implantation. Après, le savoir-être, c'est comment se comporter en entreprise ou ailleurs, c'est comment mener une équipe, comment aussi discerner dans les personnes avec qui on travaille les différences, des différences culturelles, des différences par rapport à sa place dans l'équipe. Et je pense que, bien sûr, chaque étudiant, et ça, je pense que c'est une des choses, souvent quand je vois les diplômés après, quand ils reviennent, c'est, voilà, la culture d'entreprise, c'est pas facile, et je leur apprends, aussi, avant, quand vous allez voir en entreprise, là, ce qu'on vous apprend, c'est des concepts, mais vous allez voir, tout va être, waouh, c'est autre chose quand vous êtes en entreprise. Il faut s'adapter, vous allez avoir une culture d'entreprise très forte, d'autres où il va falloir, apporter, s'adapter complètement. Et ça, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire avec les étudiants, de leur apporter ce qu'il faut pour pouvoir s'adapter dans un environnement difficile. Ok, donc c'est là, on leur donne les outils pour pouvoir s'adapter dans n'importe quel environnement international, quel que soit après le métier qu'ils voudront exercer. On aura l'occasion d'en reparler à la suite. Le programme, il est numéro 1 au classement Aide universelle 2022 de la catégorie Management interculturel. De quoi il s'agit? Comment vous l'expliquez, que c'est numéro 1? Ce numéro 1, parce qu'on est numéro 1, c'est génial. Alors, je pense qu'au niveau management interculturel, déjà, dans les cours, on a quand même beaucoup de professeurs internationaux. On a des Brésiliens, on a des Italiens, on a des Anglais, des Portugais, vraiment... Des Russes aussi. Des Russes aussi. Donc voilà, on a vraiment des personnes, des professeurs des facultés différents. Là, il y a un module Intercultural Management. Un des professeurs, c'est moi-même, je suis britannique, et un autre professeur qui est néerlandais, qui va travailler aussi avec les étudiants parce qu'on va travailler sur un projet à l'international aux Pays-Bas. Donc, tout ça, c'est vraiment leur apprendre tout ce qu'il faut pour pouvoir évoluer dans un environnement international. Alors attention, parce qu'il y a des étudiants, et d'ailleurs, je vois bien dans la promo qui disent bah, « moi, j'ai pas nécessairement envie de partir à l'international aujourd'hui ». Mais si vous travaillez dans des grands groupes ou même dans des petites structures, on est toujours obligé de travailler d'une façon ou d'une autre avec des personnes d'autres cultures ou d'autres nationalités. Donc vraiment, c'est important de... Voilà, on essaie de leur apprendre ça, vraiment, c'est très fort dans le programme. Je dirais que le premier cliché qu'on a démonté ensemble aujourd'hui à travers cette première rubrique serait peut-être de se dire que les ingénieurs et les élèves d'école de commerce ne peuvent pas bien s'entendre. On ne peut pas, d'une école d'ingénieur, devenir ensuite un bon élève d'une école de commerce. Et pour les autres clichés, c'est à travers la rubrique Les clichés. Julien, je parlais de toi justement avec ces élèves ingénieurs qui arrivent à bien s'entendre aussi avec
des élèves d'école de commerce, il n'y a pas de rivalité, en tout cas c'est un cliché moi qui peut venir à l'esprit. Quels sont les autres? Alors, qui te viennent à premier l'esprit? cliché moi, que j'avais sur la formation, c'est une formation qui est quand même assez courte, on est sur 6-7 mois de cours. J'avais vraiment comme idée que c'est une formation qui était extrêmement théorique. Or, comme on l'a démontré depuis le début, c'est quand même quelque chose on a beaucoup de projets dans la formation, donc vraiment de pratique. Alors, on a quand même un petit bagage de théorie, parce que bien sûr, on ne peut pas faire de pratique sans théorie. Mais on est vraiment à fond sur tout ce qui est projet d'application directe pour vraiment comprendre très rapidement les notions qu'on apprend. D'accord. Béatrice? Un autre cliché pour moi, et souvent j'ai ça quand je suis dans les entretiens avec des prospects, avec des étudiants, c'est que est-ce que ce programme est fait pour moi? Est-ce que vous n'acceptez seulement des étudiants d'école d'ingénieurs? Je crois qu'une des richesses du programme, peut-être aussi pourquoi on est premier sur ce fameux Ce classement, le classement d'Universal 2022. Voilà, c'est l'interculturalité. On a des personnes qui viennent des écoles autres, Sciences Po, langue. On a aussi des personnes qui ont fait de la communication, d'universitaires, qui ont fait un parcours en géographie, des juristes, des avocats. Vraiment, on accueille, parce que je pense que dans chaque étudiant, n'importe le parcours initial qu'ils ont fait, ils ont leur place dans un master comme celle-ci, où on va aussi, parce que c'est un petit master, on va pouvoir les accompagner vraiment à les conduire, à les accompagner sur leurs projets professionnels futurs. Donc ça reprend ce que je disais, il n'y a pas que les élèves d'ingénieurs qui peuvent aller dans une école de commerce, il y a aussi toutes les autres formations, en tout cas pour le MSMCI, qui sont aussi les bienvenus, qui arrivent à s'intégrer et à performer. Des profils divers, au contraire, on veut ça. Très bien. On la retrouve cette diversité dans ta promo? Tu me dis que vous étiez un peu plus d'une dizaine. C'est 10 profils différents, c'est ça? Presque 10 profils différents. Alors, on a 2 juristes de formation, on est 4 ingénieurs, mais même ne serait-ce que dans les 4 ingénieurs, c'est 4 profils différents. On a 3 personnes qui sortent d'une école de commerce, donc pareil, c'est des profils qui sont très différents. Une personne qui sort d'une formation de ressources humaines, une qui était plutôt basée sur l'investissement et qui est en reconversion professionnelle. Donc je pense avoir fait à peu près le bagage des profils. Mais c'est vrai que en fait, chacun a une formation différente et aspire à quelque chose de différent par la suite. Donc c'est aussi une force, je pense, ce qui fait du programme, c'est que chacun a un bagage différent et apporte ses compétences même aux autres. Et on n'apprend que pas par la formation, mais aussi par l'expérience des autres. Est-ce que tu voulais rajouter un autre cliché? On a fait le tour de tous les clichés. Alors je voulais rajouter aussi peut-être le cliché que c'est une formation qui est, donc, comme je disais, qui est assez courte. Mais c'est vrai qu'on a peut-être un peu l'appréhension de se dire c'est une formation qui est très qui est très précise et qui nous amène vraiment à un seul objectif final. Or, par tous les cours qu'on peut avoir, on arrive quand même à quelque chose qui a un bagage très généraliste. On n'a pas du tout une spécification à la fin. Chacun a des envies de déboucher par la suite qui sont tous différents. Et donc, du coup, il n'y a pas un métier derrière auquel on aspire. On est vraiment ouvert sur énormément de choses. Donc, c'est une formation qui est très généraliste, contrairement à ce qu'on peut avoir comme idée de préreçu. Ok, donc non seulement c'est pas parce que c'est court qu'on va pas avoir le temps d'être très pratique dans l'approche des cours, on n'a pas besoin d'avoir un background spécial. Vraiment, tous les backgrounds académiques sont les bienvenus aussi parce que ils vont apporter leur valeur ajoutée. Et en même temps, on va pas se spécialiser dans un domaine, on va vraiment être capable de s'intégrer dans n'importe quel univers international lié à l'entreprise. Si je résume bien ce qui s'est passé. Oui. Parfait. Alors, il y a une dimension qu'on n'a pas encore abordée. On parle d'international. Alors, parlons d'international et de vie étudiante. Béatrice, des cours à 40% en anglais et 60% en français, sont-ils suffisamment internationaux? Oui. Pourquoi pas faire le 100% anglais? 100%, alors je pense que il y a des cours qui par exemple en finance, je pense que finance, compta, etc. où voilà, je pense que c'est déjà des matières pas toujours faciles et on le garde en français. Ça permet à des étudiants qui ne sont pas nécessairement, qui veulent complètement aller à l'international, mais peut-être rester en France. Par exemple, un diplômé qui est responsable export dans le Grand Ouest. Hein. Il travaille avec l'international, mais il n'a pas envie de nécessairement quitter la France. Donc le français est important dans le programme. On a aussi beaucoup de cours en anglais
anglais. Et après, on a tout ce qui est learning trip, où on va partir. Là, on est en train de le préparer pour partir aux Pays-Bas pour avoir un lien avec le module Intercultural Management, sur laquelle les étudiants, on va plancher sur des projets d'interculturalité, mais aussi de rencontrer des entreprises sur place. Mais le 100% en anglais, je suis pas tout à fait pour. Après, les étudiants, et c'était le cas l'année dernière, cette année aussi, on a des étudiants internationaux, où là, le français n'était pas toujours évident pour eux. Ils pouvaient faire pas mal de leurs cours en anglais. Et d'ailleurs, les professeurs, ils viennent avec leurs cours, tout ce qui est verbatim, etc., leur enseignement est en français, mais les PowerPoints, etc., est en anglais. Donc voilà, on essaye de faire par rapport aux étudiants qui ont peut-être plus de difficultés à suivre en français. D'accord. Et pour ceux qui veulent travailler l'anglais, ils peuvent venir vous parler. Vous êtes britannique, vous l'avez dit vous-même, Voilà. donc ils peuvent toujours... Pour moi, l'anglais, de toute façon, je passe en anglais naturellement. Et j'ai dit aux étudiants, c'est naturel. Ça ne devrait pas être un effort pour vous. Ça, c'est important. Comment ce programme concilie la dimension internationale du business et le respect de l'environnement ? Parce que je sais qu'Audencia est une école qui a des valeurs fortes en lien avec l'environnement notamment. Et donc je me demandais comment est-ce qu'on arrive à parler d'international tout en même temps en disant il y a aussi cette dimension RSE qui est importante au sein de votre enseignement, au sein de votre pédagogie. Voilà. Alors, dans chaque cours, il y a toujours un élément de aspect CSR, RSE. Voilà, on va étudier dans les projets. Là, ils sont en train de travailler pour une entreprise et sur l'exportation, il y a des choses RSE sur la question d'exportation qui sont pas faciles, qu'il faut intégrer par rapport à les exigences des pays importateurs. Il y a aussi, on a un challenge. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait encore. Plus tard. Voilà, vous allez l'avoir, le challenge RSE. Donc là, tous les étudiants de tous les promos master spécialisés vont se réunir et pendant 3 jours, ils vont travailler sur des problématiques réelles d'entreprises qui vont venir pitcher les problématiques. Les étudiants, ils travaillent pendant 3 jours avec des restitutions de projets, de conclusions pour que les entreprises puissent les suivre par la suite. Le challenge RSE, Julien, ça revient un peu à ces projets transversaux dont on parlait. Exactement. Tu peux nous parler de ces projets transversaux c'est inter-MS, c'est ça? Donc là, du coup, c'est inter-MS. Alors, j'ai pas encore fait, donc je peux pas rentrer vraiment J'entends bien, dans le détail. Mais de ce que j'en comprends, c'est que c'est vraiment inter-MS, donc les différentes promotions qui travaillent ensemble pendant du coup ces 3-4 jours sur du coup plusieurs sujets RSE avec une soutenance à la fin pour valider le projet. Bon, tu as déjà appris que tu allais partir aux Pays-Bas, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, on verra l'année prochaine. Ceux de l'année prochaine, c'est les Pays-Bas aussi ou? L'année prochaine, là, on va partir fin mars à Amsterdam. Voilà, on y était l'année dernière, ça avait un grand succès. Ils ont bien découvert la vie interculturelle à Amsterdam. Dans les coffee shops, c'était super. Et ils ont beaucoup parlé anglais. J'imagine, parfait. À part les professeurs, Julien, les étudiants du MS, est-ce qu'ils sont aussi vecteurs d'apprentissage et de conseils? Est-ce que vous vous conseillez entre vous? Est-ce que, tu me dis qu'il y avait des juristes et des ingénieurs. Est-ce que ça aussi, ça fait partie finalement de la pédagogie, secondaire, entre guillemets, du MS? Alors complètement. Par exemple, dans le projet qu'on a de conseiller d'entreprise, on a fait en sorte que dans les groupes, on ait des profils qui soient assez variés pour que justement, dans le cadre justement de la partie juridique, etc., on essaie d'avoir un juriste dans le groupe. La partie un peu plus technique, on a un ingénieur qui est dans le groupe. Et donc vraiment, par le bagage de chacun, via des projets où on travaille en groupe, chacun apporte sa pierre, son point de vue, ses connaissances, pour justement permettre de transmettre son savoir passé aux autres, ce qui est tout aussi important. Bien sûr. Pour la réussite de chacun. Et la vie étudiante, est-ce qu'elle est aussi, je te vois sourire, est-ce qu'elle est aussi internationale et interconnectée avec les étudiants des ES? Voilà, il y a une internationalité, si ça se dit, au sein des étudiants du MS, et la vie étudiante, du coup, on la retrouve aussi après entre les MS. Il y a cette entente, ou est-ce que c'est, vous êtes entre les 11 étudiants du MSMCI pour cette année, et puis il n'y a pas tellement de connexion entre les différents MS?
Non, si, il y a un petit peu de connexion. Après, c'est vrai que chaque formation a un programme, enfin, un planning différent. Donc, quand on se croise, on essaie de se coordonner pour se retrouver après le soir ou les week-ends, etc., pour s'organiser un peu de vie étudiante. On essaie d'avoir de la connectivité, parce que c'est vrai que c'est quand même sympa d'être plus nombreux que d'être que 3-4 de temps en temps. C'est tout aussi important, puis tout aussi convivial d'apprendre et de rencontrer des gens, c'est important. Et alors, le campus est à Nantes, on est d'accord? Le campus est à Nantes, C'est en plein centre-ville. Comment est la vie nantaise? Alors, c'est pas Paris. C'est une déception ou... Non, moi je suis très content d'être à Nantes. En comparaison de Paris, c'est trop grand, etc. L'avantage de Nantes, c'est que c'est quand même, mine de rien, taille humaine, je trouve. On arrive très facilement à se retrouver. C'est une ville qui a quand même un gros patrimoine historique aussi, mine de rien. Ça se ressent encore quand même dans la ville aussi aujourd'hui. Et puis ça reste une grande ville quand même de l'Ouest. On n'est qu'à 2 heures de Paris, donc si les gens veulent aller sur Paris, en 2 heures de train, on y est. Donc non, il n'y a pas de frein, ça reste super, il n'y a pas de souci là-dessus. Il y a Anne de Bretagne, il me semble, dans les personnages historiques, si je dis pas de bêtises. Ouais. Voilà. Elle aurait pu faire partie de mon Qui suis-je, elle ne fera pas partie de mon Qui suis-je. Découvrons les personnages que j'ai choisis à travers cette nouvelle rubrique, enfin cette rubrique qu'on appelle le Qui suis-je. Le Qui suis-je, donc c'est 3 personnalités que je vais vous présenter, Julien et Béatrice, et vous allez me dire laquelle, selon vous, correspond le plus au MSMCI, dans son état d'esprit, dans les valeurs qu'elle partage. À vous de trouver les liens, les connexions. Les 3 personnages vont apparaître à ma droite. Vous avez tout à gauche Alexandria Ocasio-Cortez. Elle est candidate victorieuse aux élections de la Chambre des représentants en 2018. Elle a été réélue en 2020 pour le 14e district congressionnel de New York. Et elle est de ce fait donc une représentante, elle est de ce fait élue représentante aux États-Unis. Elle est devenue ainsi à 29 ans la plus jeune parlementaire jamais élue au Congrès des États-Unis. Elle campagne en faveur de la gratuité des frais d'université des écoles publiques. Elle est intransigeante sur les questions de climat. Elle est aussi, elle milite énormément pour le droit des femmes. Voilà, c'est pour vous présenter un peu le personnage et au-delà de ses idées politiques, sa personnalité, puisque c'était une outsider avant de justement réussir à conquérir ce poste. Au centre, vous avez Frida Kahlo. C'est un symbole de combativité et de résilience. Elle est aussi symbole du féminisme. Elle a eu un accident, une santé fragile, qui l'empêche de devenir médecin, alors qu'elle avait été prise dans une école. Elle avait été prise d'un 16 sur les 2000 candidats. À cause de la suite de son accident, elle ne peut pas. Elle apprend la peinture en autodidacte et elle devient une source d'inspiration. Elle est l'artiste renommée que l'on connaît. Donc, une capacité aussi à changer de parcours, renaître de ses cendres. Je vous laisserai faire les liens que vous voulez voir. Et puis tout à droite, c'est Marc Gibia, que vous devez peut-être bien connaître. C'est le directeur des masters spécialisés d'Audencia. Alors, de ce que je connais de lui, pour le coup, je vais en parler d'un point plutôt personnel. C'est une personne qui partage les valeurs d'Audencia, avec une grande humanité, beaucoup de bienveillance, et qui, je crois, contribue à le bien-être des étudiants au sein des différents MS. Voilà, donc c'est les 3 personnalités que j'ai prises. À vous de me dire, Béatrice, laquelle selon vous correspond le plus? Alors j'hésite beaucoup, je vais être un peu féministe là, parce que voilà, j'ai 2 femmes, ça va être difficile pour moi de choisir entre les 2, parce que c'est des fortes personnalités. Je peux un peu allier les 2. Allez-y, tout le monde triche dans Qui suis-je, allez-y, c'est fait pour ça. Des belles femmes qui ont cette compatibilité, ils ont du combat, du courage, parce que face à l'adversité, parfois je vois, alors je fais le lien avec le programme, des étudiants parfois qui sont dans l'adversité, qui se posent des questions par rapport à leur parcours initial, trouver leur voie. Certains vont au contraire juste approfondir sur la formation initiale pour avoir cette dimension internationale. D'autres vont dire non, moi je veux vraiment changer de voie. Et quand je vois comment Frida a pu, malgré tous les obstacles, réussir, je trouve que c'est un peu un modèle, et je pense un beau modèle, que ce soit pour des femmes et également pour des hommes. Bien sûr, évidemment. Voilà. Merci. Julien, alors il te reste les 2 autres, ou Frida est compris pour d'autres raisons, je te laisse. Alors moi je prendrais plus la première. Alexandria Ocasio-Cortez. Exactement. De par son parcours qui est assez inspirant quand même, et aussi derrière je voudrais faire un peu le lien avec la formation, ça nous apprend quand même à garder le cap de nos envies, d'oser. D'oser atteindre ce que l'on souhaite. Et je trouve que son profil et son parcours
représente bien un petit peu ce qu'on essaie de nous enseigner, de nous inculper vraiment personnellement. Vraiment, je trouve que ça représente un petit peu la personnalité qu'on cherche à avoir. Ouais. Et puis vous avez des âges presque similaires. Aussi, donc ça rejoint aussi. Ça colle un peu. Ouais. Alors, j'ai pas pris ces trois personnalités par hasard. Alexandria a fait la Boston University. Frida Kahlo, elle est mexicaine et ça fait référence à la Tecnológico de Monterrey. Monterrey, oui. Et Marc Gibia, je ne sais pas s'il a fait Audencia, mais en tout cas, il est à Audencia. Et il y a l'acquisition possible de la certification internationale Maximizing Global Performance qui est proposée par les trois institutions Audencia, Boston University et Tecnológico de Monterrey. C'est une possibilité. Alors, on n'a pas forcément besoin de le détailler, mais c'est la raison pour laquelle je les ai pris, c'est que la somme des trois, c'est aussi une possibilité qui est offerte par le MSMCI. Voilà, dans ce cas, les explications que vous donnez sont bien meilleures que les miennes. Oui. Et sans plus attendre, nous passons à la rubrique « Et après ». Béatrice, quels sont les grands acteurs internationaux avec lesquels vous travaillez? Sont-ils vecteurs d'embauche à la sortie pour vos étudiants? Oui, alors je pense qu'on travaille beaucoup avec des entreprises telles que Vinci, Veolia. Je peux parler des entreprises dans le luxe, dans les gros industriels qui reviennent souvent beaucoup en conseil aussi. On travaille avec Bearing Point, avec Wavestone, Capgemini, etc. Des entreprises qui viennent chez nous. Il y a beaucoup aussi de, je sais pas comment on appelle ça. Ils sont contents des stagiaires, hein, soit ils les gardent en CDI par la suite, et ils reviennent l'année d'après pour retravailler, pour recruter par la suite. Par exemple, Naval Group, on travaille avec beaucoup d'entreprises dans le Grand Ouest, mais aussi sur la région parisienne. Donc des grandes entreprises et des startups aussi, il ne faut pas l'oublier. On fait d'ailleurs avec les étudiants une matinée avec un startup, avec le Crédit Agricole qui a un grand disposition sur Nantes. Bon, après c'est national, et pour qu'ils rencontrent des startups, parce que nous on essaye aussi de inculquer aux étudiants l'idée de la création d'entreprises. Donc les étudiants peuvent soit finir leur formation avec une thèse professionnelle ou justement déposer une création d'entreprise s'ils le souhaitent. Alors justement, quels sont les métiers auxquels vos étudiants peuvent aspirer une fois qu'ils sont diplômés? Alors il y a vraiment un parcours de métiers au panorama important. Ils peuvent aller en RH, ils peuvent aller en banque, ils peuvent faire beaucoup qui partent en conseil. Alors, il y a différents types de conseils. On peut faire du conseil en RH. Donc là, j'ai une diplômée qui est chez Amazon, qui est surtout en talent acquisition. On peut être dans tout ce qui est Chanel. J'ai quelqu'un qui est à Singapour dans tout ce qui est supply chain management. Achat, on a beaucoup achat, quelqu'un aussi à Nantes chez Amazon en achat, conseil, finance, RH, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme métier? Il y a tous les métiers, marketing stratégique, communication, donc vraiment tout est possible, hein. Et je crois que je dis ça, c'est un programme qui peut ouvrir des portes à plein de choses, hein. Des personnes qui se disent il faut que je fasse un master en finance pour pouvoir partir vers fusion-acquisition, etc. Non, on peut le faire aussi avec ce master spécialisé, parce que dans les cours, vous avez de la finance, mais après, vous pouvez être accompagné sur une thèse, approfondir, après faire un stage dans une entreprise ou dans une banque pour pouvoir évoluer dans ce milieu-là. La contrepartie, Julien, c'est qu'il y a beaucoup de travail? Alors ça dépend des points de vue de chacun. Moi, pas assez pour toi du coup. De par mon parcours, je trouve que ça va, c'est pas insurmontable. C'est largement suffisant. Comme ça permet quand même de faire aussi garder un peu une vie personnelle. Tes professeurs vont regarder après, attention. Tu fais bien de tamiser un peu le propos, absolument. Mais quand j'échange avec d'autres de la promo qui ont des parcours un peu différents, certains ont plus de mal dans certaines matières que d'autres. Donc du coup, l'équilibre de tout, je trouve que ça va. C'est pas insurmontable. On s'ennuie pas, mais on permet quand même d'avoir quand même une vie à côté, ce qui est quand même extrêmement important aussi. Alors, on peut imaginer que quand on est diplômé d'une école d'ingénieur, on a déjà une idée, on est déjà bien avancé dans sa réflexion professionnelle.
Et est-ce qu'il y a un encadrement au sein du MSMCI qui te permette de poursuivre cette réflexion, qui tienne compte de ta maturité aussi, parce qu'il y a plusieurs types d'élèves dans les MS à Audencia. Est-ce qu'il y a un encadrement qui s'adresse aussi à des étudiants comme toi, qui vont avoir déjà bien maturé leur réflexion et qui ont besoin d'aller encore plus loin et d'être encadrés, même peut-être de manière plus spécifique encore? Oui, alors au sein d'Audencia, il y a ce qu'on appelle le Career Center. C'est des consultants en ressources humaines qui sont là en fait pour écouter les étudiants, les aider, refaire des points sur les CV, les apprendre à faire des pitchs, etc. Vraiment se présenter, se vendre pour les entreprises. Et ils sont à disposition tout au long de l'année. Après, selon leur disponibilité, nos disponibilités à nous aussi, mais ils sont là vraiment pour nous aider, pour nous accompagner dans la recherche de stage aussi, c'est important, parce que c'est vrai que le stage arrive vite dans l'année. Donc ils sont vraiment là pour nous. Donc que ce soit pour toute demande, que ce soit sur CV, lettre de motivation, parcours, aide à la recherche, etc. Ils sont là pour nous. Une dernière question pour vous, Béatrice, avant qu'on passe au temps additionnel. Comment souhaitez-vous que les étudiants se rappellent de vous une fois qu'ils sont diplômés? Alors, comment ils vont se rappeler de moi? Moi, je ne sais pas si ça va être la bonne réponse, mais moi, ce que j'adore, c'est quand ils reviennent vers moi pour qu'ils demandent, et là, j'ai des étudiants qui disent, voilà, moi, j'aimerais retravailler avec le master, je voudrais participer d'une façon ou d'une autre. Alors, ça peut être avec un projet pédagogique, ça peut être, là, on en a en consulting dans des cabinets de conseil qui viennent pour apprendre aux étudiants qu'est-ce que c'est le consulting, donc vraiment professionnel, c'est bien sûr ils ont des cours pour apprendre un petit peu ça, mais aussi d'avoir des vrais professionnels. Je crois que les diplômés m'ont souvent dit, j'ai poussé beaucoup, je suis très exigeante, je crois que le nombre ils ont beaucoup de cours, c'est vrai, beaucoup de projets, ils ont plus de, 12 projets à faire sur 6 mois, mais à la fin, ils sont super contents. Après, parce que il faut qu'ils partent un peu. Ils se rendent compte des résultats d'abord. Voilà, ils disent j'ai pu aller travailler dans tel cabinet de conseil ou aller travailler sur tel type de projet parce que on l'a fait dans les cours. On a pu travailler sur ce genre de problématique. Donc se rappeler de vous comme d'une directrice exigeante, bienveillante, juste, bienveillante, et vers laquelle on est libre de revenir pour ensuite continuer à collaborer. Voilà, tout à fait. Je pense que je suis assez proche des étudiants. Si je suis pas là sur le campus, parce que moi aussi j'enseigne pas mal, c'est que je suis disponible et puis réactive par mail, etc. Donc, si j'ai un étudiant qui a une difficulté, qui a besoin de me voir, etc. Et je trouve que c'est très important, ça, parce que on a une petite promotion. C'est une petite promotion, mais je pense que c'est une promotion qui est bien soudée et ils sont pas anonymes. Les personnes le connaissent. D'ailleurs, pour la remise de diplôme de l'ancienne classe qui va être en février, des professeurs qui disent oui, je voudrais venir parce que je me rappelle de tel étudiant, comment ça se passe, la création d'entreprise. Donc, voilà, les professeurs qui sont dans le programme sont investis aussi dans l'avenir des étudiants. Et on va fêter nos 30 ans ou 25 ans cette année avec le masque. On va faire un grand événement pour fêter l'anniversaire de nos 2 masters, justement. Donc ce n'est pas le nombre qui fait la force au sein du MSMCI, c'est l'investissement de ses professeurs, de ses élèves et de leurs directrices. Et il nous reste 2 minutes pour en savoir un peu plus grâce au temps additionnel. Le temps additionnel, c'est 2 minutes pendant lesquelles vous allez pouvoir rajouter une dimension du programme qu'on n'a pas encore citée, ou à l'inverse, peut-être surligner, souligner un point qu'on a déjà évoqué, ou peut-être une 3e voie. Julien, à toi de me dire. Alors peut-être le point que je pourrais souligner, c'est vraiment l'aspect généraliste de la formation. C'est quand même assez important, c'est vrai que ça peut faire peur. En se disant on rejoint une école de commerce, on va faire de la finance, on va faire de la vente, on hésite un peu. Et c'est vraiment un point qu'il ne faut pas avoir peur, c'est très généraliste et c'est très global. Donc on ne se bloque pas des portes, au contraire on s'en ouvre beaucoup. Et Audencia, ça reste comme une belle marque, mine de rien, sur un CV, donc ça aide beaucoup aussi par la suite. Et c'est ce que aussi on vient chercher par la formation, en plus bien sûr de tout le bagage de compétences qu'on a. Mais c'est un point qui est quand même assez important que j'ai envie d'appuyer, c'est sur cet aspect formation généraliste et il ne faut pas avoir peur, quoi. Ça s'adapte à tous les profils, c'est un peu comme un couteau suisse. La différence du couteau suisse, c'est que tous les outils vont fonctionner parfaitement. Là où un couteau suisse, tout fonctionnerait d'à peu près, là vous allez apprendre tout parfaitement. C'est la différence. Exactement. Merci Julien. Béatrice.
Alors là où je voudrais vraiment appuyer pour les personnes qui vont nous regarder, c'est de oser, un peu comme les femmes qu'on a vues, même Marc, j'ai bien aussi. Et comme Marc aussi, qui ose, attention, qui est osé, c'est d'oser, c'est de voilà, vous avez un intérêt, vous sortez d'une formation, vous n'êtes pas trop sûr de ce que vous voulez faire, vous voulez pas non plus vous fermer dans un programme, dans une formation, parce que les métiers, vos métiers dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, ils existent peut-être pas encore. Donc, ce que je dirais, c'est de pouvoir parler avec ses prospects, avec ces personnes, ces étudiants, ne pas hésiter à nous contacter parce qu'il y a une place pour tout profil dans le programme. Et je vois bien dans les entretiens ou même quand on fait des sessions de recrutement virtuelles, les étudiants me posent beaucoup de questions. Il faut poser des questions, il faut trouver une formation qui va avec vous, avec votre personnalité. Et nous, à Audencia, on essaye de vraiment les accompagner au maximum. Voilà, pour dire tout ce qu'ils pourraient avoir comme formation et tous les débouchés. Et même pendant les recrutements, je dis, vous allez contacter tel diplômé qui a fait notre formation, parce que c'est ça qui est tangible. Parce que c'est bien, dans les plaquettes, tout le monde est beau, tout le monde réussit, mais il faut aussi pouvoir parler concrètement. Là, on va faire une petite galette des rois la semaine prochaine, avec des diplômés qui vont venir parler de leur métier, de leurs problématiques, de la vie qu'ils mènent 1 an ou 2 ans après avoir été diplômés d'Audencia. Et ça, c'est très important pour de favoriser ces instants entre eux. De vie et de pour qu'ils puissent et de rassemblement. Ouais, et puis qu'ils puissent leur donner un peu rétrospectif sur qu'est-ce que le MC leur a apporté dans leur métier d'aujourd'hui. Merci Béatrice. Ce qui fait le lien du coup aussi avec l'aspect vie étudiante que vous parliez tout à l'heure. On se retrouve aussi de temps en temps avec certains alumni qui sont sur Nantes, parce que j'en connaissais un petit peu de par avant, et on se retrouve du coup aussi pour échanger dans des temps hors cours aussi. C'est aussi important d'échanger avec tout le monde. Merci Julien, merci à tous les deux d'avoir répondu à toutes mes questions. Si vous cherchez une formation profondément familiale, exigeante, généraliste, vous ne deviendrez pas un spécialiste, mais vous serez généraliste, mais spécialiste de chacun des domaines que vous aborderez. C'est au MSMCI à Audencia. Merci d'avoir regardé Campus Channel et je vous dis à tous à très bientôt.